On va poursuivre avec quelques diapositives qui rappellent les principaux paramètres mathématiques issus de l'approche quantique de l'électron. Alors, je vous ai déjà dit, une des grandes idées des fondateurs de la mécanique quantique, c'est la dualité onde-particule. Et retenez, l'idée, c'est que un flux d'électrons, eh bien, il va aussi se manifester, ou il va manifester son caractère ondulatoire. Pensez à l'expérience de la double fente que je vous ai montré la fois dernière sous forme d'une petite vidéo d'animation. C'est OK? Il y a de nombreux exemples qu'on peut trouver dans des livres ou aujourd'hui sur Internet. Donc l'onde de De Broglie, ça date de 1923, c'est de généraliser en fait l'onde électromagnétique, mais pour une particule massique. Donc la longueur d'onde dans l'onde de De Broglie, alors je précise, l'onde de De Broglie n'est pas une onde électromagnétique, c'est une onde différente, mais on l'appelle l'onde de De Broglie. Elle associe une onde à une trajectoire d'une particule massique. Donc, dans la formule qui est indiquée ici, vous voyez que la longueur d'onde, lambda, eh bien, c'est la constante de Planck, qu'on retrouve ici, divisée par la masse de la particule, là en l'occurrence la masse de l'électron, ME, fois sa vitesse. OK? Mais bien sûr, ce n'est pas la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est réservé à l'onde électromagnétique qu'on appelle lumière dans le vide. Alors, on a discuté la fois dernière déjà du principe d'incertitude de Heisenberg. Je vais juste résumer en disant qu'en fait, on s'est rendu compte, dans cette approche quantique, qu'on ne pouvait pas définir simultanément à la fois la position de cette particule, de l'électron, et son énergie. Si vous voulez connaître l'énergie avec une grande précision, alors vous aurez une grande imprécision sur sa position. Et inversement, si vous voulez connaître avec précision sa position, alors vous ne connaîtrez pas bien son énergie ou sa quantité de mouvement. C'est ça, pour résumer, l'approche de Heisenberg et de ce principe d'incertitude qui va, vous allez voir, conduire à décrire la position de l'électron ou des électrons, non plus comme des orbites, comme l'avait imaginé Bohr, mais comme des nuages électroniques. Et dans ces nuages électroniques, eh bien, on définit des probabilités de présence. Oui, donc on ne parle plus d'une position, mais d'une chance de trouver l'électron à cet endroit. Ce qui est bien sûr un changement de paradigme très important. Bien. Donc on doit à un physicien célèbre, Erwin Schrödinger, une équation qu'il a proposée et qu'il a postulée, mais pas comme ça, à partir d'une compréhension de ce qui se jouait à l'époque. Et l'idée, c'est que si on est capable de résoudre mathématiquement cette équation, on doit pouvoir définir simultanément l'énergie de l'électron. Et l'énergie, bien sûr, il fallait que ce soit quand même en accord avec les travaux précédents, Planck, De Broglie, etc. Et bien sûr les mesures spectroscopiques, parce que ça sont des réalités expérimentales. Et aussi, bien sûr, la position de notre électron dans l'atome, mais dans un modèle différent, dans le modèle quantique, avec le paradigme particulier, d'accord, de la probabilité de présence. Donc, l'équation de Schrödinger va servir en fait à définir une fonction, on appelle d'ailleurs la fonction d'onde, et à partir de l'étude de la fonction d'onde, on va pouvoir
effectivement décrire des nuages électroniques de l'électron ou des électrons dans les atomes polyélectroniques. Et vous allez voir que là, ce n'est plus du tout intuitif pour nous. Vous voyez, vous allez voir que les zones décrites par l'électron sont un peu étranges pour nous. Vous voyez, mais pourtant, il y a des preuves expérimentales, en particulier grâce à la diffraction des rayons X haute résolution, qui montrent que ces zones de l'espace occupées de manière privilégiée par les électrons correspondent assez bien à ce que prévoit la théorie quantique sur cet électron. Voilà, alors bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de ce cours, en première année, en particulier pour vous qui êtes des étudiants en biologie, on ne fait pas les étapes mathématiques de résolution, hein. C'est pas du tout trivial, hein. Il faut avoir des notions mathématiques quand même assez sérieuses. Donc dans cette équation, il y a ce qu'on appelle l'hamiltonien mathématique, hein, qui est une opération mathématique relativement complexe, et apparaît donc ce qu'on appelle la fonction d'onde, qui, en tant que telle, n'a pas de sens physique. Elle va avoir un sens physique à partir du moment où on prend son module au carré. Là, ça va avoir un sens physique, c'est la probabilité de présence. Mais en tant que telle, c'est une fonction complexe, et elle n'a pas de sens physique. Oui. Pour que vous puissiez associer un sens physique à cette fonction d'onde, il faut prendre son module au carré. Alors, il se trouve que pour trouver des fonctions d'onde particulières à un atome, il faut attribuer une énergie à cet atome. Alors, ça tombe bien, puisqu'on savait auparavant que l'énergie des électrons avait des valeurs tout à fait particulières. D'accord ? Donc, on va appeler ça des énergies propres de l'électron. Et à partir du moment où on définit l'énergie propre de l'électron, on peut déterminer mathématiquement la fonction d'onde. Mais, alors, il y a un petit mais, on peut faire ce travail de manière stricte, mathématiquement, lorsque notre système est un système à deux corps. Ça veut dire quand il y a un noyau et un électron. Dès que vous rajoutez un deuxième électron, la situation devient beaucoup plus complexe, et donc il faut faire un travail d'approximation dans la résolution de l'équation de Schrödinger. Mais je vous montrerai où ça nous amène, et bien sûr, ce travail d'approximation a permis de décrire ensuite l'ensemble, bien sûr, des éléments chimiques de la classification. Voilà. Donc, pour l'atome d'hydrogène, il y a des solutions exactes à cette équation de Schrödinger, donc des solutions d'une fonction d'onde à partir de valeurs propres de l'énergie. Oui. OK ? Alors, pour ces valeurs de l'énergie, on va avoir un certain nombre d'orbitales. Oui. Et ces orbitales vont se répartir en couches et en sous-couches électroniques. Et vous allez voir que cette notion de couche et sous-couche électronique et d'orbital, donc ces trois notions que j'introduis maintenant dans le cours, sont liées dans la résolution de l'équation de Schrödinger à des nombres quantiques. Donc les trois premiers nombres quantiques qu'on va appeler n, nombre quantique principal, L, nombre quantique secondaire ou azimutal, et M, nombre quantique magnétique. Donc les trois premiers nombres quantiques, on va voir tout à l'heure sur le tableau vert, et pas noir, comment on retrouve les niveaux, donc les couches, les sous-couches et les orbitales dans ces couches et sous-couches. On était capable de séparer les parties radiales, les parties angulaires de ces fonctions d'onde. Tout ça, bien sûr, dans le but de décrire des formes d'orbitales. C'est ça le but. C'est qu'on ait une idée d'un atome avec son noyau et comment se répartissent ces nuages électroniques. C'est qu'on ait une image de l'électron ou des électrons dans un atome.
Alors bien sûr, l'énergie, Planck l'avait bien définie, l'énergie va rester celle qu'on a vue dans le modèle de Bohr et de Planck, c'est que l'énergie des niveaux, c'est moins 13,6 sur n au carré. Mais il se trouve que dans le modèle quantique, ce n, qui était le numéro des étages, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le nombre quantique principal, n. Et effectivement, il a des valeurs discrètes et entières. Il commence à n égale 1, puis n égale 2, puis n égale 3, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est, puisque je l'ai dit à la pause, c'est la formule qu'il faut retenir quand on parle de niveau d'énergie d'un électron dans un atome. C'est moins 13,6 sur N2. Et c'est cette formule, simplement, lorsque vous avez un noyau avec un proton et un électron dans le cadre de l'hydrogène. On verra la semaine prochaine que lorsqu'on a des systèmes qu'on appelle hydrogénoïdes, donc avec toujours un électron, mais avec des noyaux qui peuvent être plus 2, plus 3, plus 4, il faut multiplier ce 13,6 par la charge du noyau au carré. Donc ça va devenir moins 13,6 Z au carré sur N au carré. Donc on a vu tout à l'heure, ça vous l'avez compris, que l'électron, eh bien, on peut le trouver à des niveaux d'énergie ici, 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 etc. OK? Dans le cas, bien sûr, de l'atome d'hydrogène, un électron, un noyau. Donc, que nous dit Schrödinger, son équation, sa résolution appliquée à cet électron dans l'atome d'hydrogène? Il nous dit, pour décrire cet électron en intégrant la dimension de son énergie, eh bien, je définis un premier nombre quantique qui est en fait ce n. Et ici, eh bien, au niveau fondamental, ça vaut 1. Ensuite, c'est ici n égale 2, n égale 3, etc. etc. C'est ce qu'on appelle le nombre quantique principal, n. Et donc, ce nombre quantique principal, il définit à la fois, dans ce cas, l'énergie de l'électron. En mécanique quantique, ce n principal définit ce qu'on appelle une couche électronique. Donc, qui dit couche, vous voyez, ça nous rappelle un petit peu le modèle de Bohr, hein, et sa notion d'orbite. Mais vous allez voir que c'est quand même une notion différente. Donc, on parle de couche électronique définie par la valeur de n. Ça va? Je continue. Ensuite, on se rend compte que, eh bien, la résolution de l'équation de Schrödinger nous dit, pour une valeur de n donnée, on va définir un deuxième nombre quantique, qu'on appelle le nombre quantique secondaire ou azimutal, petit l. Et la valeur de petit l, qui est aussi un nombre entier, dépend de n. Et il dépend comment? Eh bien, donc un deuxième nombre quantique petit l, eh bien l, il doit être supérieur, inférieur ou à n. Et c'est également un nombre entier. Ça veut dire concrètement la chose suivante. Tout de suite, on prend des exemples. Si n égale 1, alors il y a une valeur possible pour L, c'est L égale 0. OK? Ensuite, et c'est tout, parce que ça doit être strictement inférieur à n. Lorsque n égale 2,
eh bien, L peut à ce moment-là prendre deux valeurs. L égale 0 et L égale 1. Puisque la contrainte mathématique pour L, c'est d'être un entier compris entre 0 et n-1. Si n égale 3, eh bien vous voyez qu'il y a comme valeur de L possible, je les écris comme ça maintenant, 0, 1 et 2. Et ces valeurs de ce second nombre quantique vont définir ce qu'on appelle la sous-couche. Et les sous-couches électroniques, en chimie, elles ont un nom, un petit nom. Quand L égale 0, je vais écrire ici, on voit toujours. Pour L égale 0, et ça il faudra l'apprendre, hein, vous ne pouvez pas le deviner, on va parler d'une sous-couche S. D'accord? Voilà. Quand L égale 1, on va parler d'une sous-couche P. Quand L égale 2, on va parler d'une sous-couche D. Quand L égale 3, on parle d'une sous-couche F. Et ça nous suffit déjà. Hein. Vous allez voir, avec ça, on peut déjà décrire de nombreux atomes dans les systèmes polyélectroniques. Je résume. Il y a les deux premiers nombres quantiques, n, qui dans un système comme l'hydrogène définit l'énergie de l'électron, mais définit aussi ce qu'on appelle la couche. Mais dans une couche, en fonction de la valeur de n, il peut y avoir différentes sous-couches. Et ces sous-couches ont un nom. D'accord? Et la sous-couche correspondant à L égale 0, c'est ce qu'on appelle une sous-couche S. Une sous-couche correspondant à L égale 1, c'est une sous-couche P. Quand L égale 2, sous-couche D. Quand L égale 3, sous-couche F. Donc nous avons N et nous avons L qui est compris strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à N, et c'est un entier. Couche, sous-couche. Et maintenant, dans une sous-couche, et c'est le sens de la fonction d'onde de l'équation de Schrödinger, il y a ce qu'on appelle des orbitales. Et selon la valeur de L, le nombre d'orbitales va changer. Donc c'est pour définir vraiment l'orbital en tant que tel, on introduit donc le troisième nombre quantique, m, comme magnétique. Et ce nombre quantique, celui-là, il peut être négatif. Il est compris en valeur entière entre moins L et plus L. On va voir. Donc, si L égale 0, eh bien, il y a combien de valeurs de m possibles? Parce qu'il y en a une possible. Hein. Eh bien, qu'une seule, c'est m égale 0. Oui? On dira que dans la sous-couche L égale 0, donc la sous-couche S, il y a une seule orbitale. On l'appelle d'ailleurs une orbitale S. Ça va? Je continue. Si L égale 1, on va voir si certains ont déjà capté le truc. Il y a combien de valeurs possibles pour M? 3. Effectivement, il y a M égale moins 1, M égale 0 et M égale plus 1. On dit que dans la sous-couche P, puisqu'elle s'appelle comme ça, correspondant à L égale 1, il y a 3 orbitales. Et vous verrez, on leur donnera un petit nom, mais ça je le réserve
pour la fois prochaine ou pour la vidéo suivante, ça sera une Px, une Py et une Pz. Il y en a 3. C'est les 3 orbitales P de la sous-couche L égale 1. On peut continuer? Donc vous voyez que on est en train de décrire petit à petit, quand l'énergie de l'électron augmente, des zones de l'espace diversifiées pour l'électron. Et ça correspond, d'un certain point de vue, au modèle de Bohr, hein, qui disait, lui, c'est l'orbite qui est de plus en plus large. Mais si on regarde le modèle quantique, de ce point de vue-là, il n'est pas totalement en opposition avec le modèle de Bohr, puisqu'il dit, quand l'énergie augmente, les possibilités de répartition de l'électron deviennent plus importantes. C'est un peu comme si, eh bien, il avait une orbite un peu plus lointaine du noyau de l'atome. Alors maintenant en haut, bon, si j'écris ici, c'est bon? Si L égale 2, si L égale 2, alors on va le faire comme ça, il y a 5 possibilités pour les valeurs de M. Quelles sont ces valeurs de M? Moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Il y a donc 5 valeurs possibles pour M. On vient de décrire ce qu'on appelle les orbitales de type D, qu'on trouve dans les métaux de transition, scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, etc., etc. Et effectivement, il y a 5 orbitales de type D. Et on pourrait continuer, on va le faire encore une fois, on a encore quelques minutes. J'efface ici. Si L égale 3, eh bien, il y a sept valeurs possibles de M. M égale moins 3, M égale moins 2, M égale moins 1, M égale 0, M égale 1, M égale 2, M égale 3. Nous venons de décrire à l'instant ce qu'on appelle les orbitales de type F, qu'on va commencer à rencontrer au niveau du cérium, etc., ce qu'on appelle les lanthanides. Vous verrez pourquoi, hein. Il y en a donc 14 des lanthanides, mais ça on le verra la fois prochaine, puisque les lanthanides, c'est le remplissage successif de ces 7 orbitales de type F. Et on verra la fois prochaine que pourquoi il y a 14 éléments, comme de la même manière pourquoi il y a 10 métaux de transition, parce que dans chacune des orbitales, on pourra mettre au maximum 2 électrons. Mais je laisse ça pour la fois prochaine.